Quand je me rends compte qu'ici en France, quand nous on veut acheter un bien ou acheter ou faire une dépense d'un certain montant et qu'il y a une somme d'argent qui arrive sur le compte bancaire, on nous demande de justifier, on nous traque, on nous demande un paquet de documents pour justifier quelques dizaines de milliers d'euros qui arrivent sur notre compte. Et qu'on voit que de l'autre côté, il y a des personnes qui arrivent à acheter des appartements à Paris, en France, ou qui arrivaient, je ne sais pas s'ils arrivent encore aujourd'hui, à des millions d'euros, sans qu'on nous demande d'où vient l'argent, pour venir derrière après parler de biens mal acquis, alors qu'on a laissé les personnes acheter les biens pendant des années, pour peut-être certainement s'en accaparer par la suite. Vous avez bien compris, aujourd'hui on va parler en fait de la richesse des chefs d'État, et particulièrement de celle du clan d'Omar Bongo. Donc je ne pouvais ne pas en parler, puisque je suis tombé sur beaucoup de vidéos, autant des vidéos des chaînes nationales étrangères que locales, qui expliquent comment est-ce que le clan Bongo, qui est aujourd'hui tombé, parce qu'on a tourné la page du clan Bongo au Gabon, je profite de l'occasion pour féliciter le peuple gabonais pour ce pas en avant. Et j'ai suivi en fait le discours d'investiture du nouveau président de transition. Et effectivement, si ce qu'il a donné comme axe stratégique se traduit par des actes, je pense que vraiment le Gabon est sur le bon chemin, est vraiment en train de prendre, comme il a dit, l'envol vers sa félicité, donc vraiment notre chemin de prospérité. C'est tout le mal que je souhaite au peuple gabonais, qui est un peuple que j'aime beaucoup. Et j'espère que les prochaines années, le chemin tracé par le président de la transition auront vraiment produit des résultats. Donc si on revient donc au niveau de la richesse, je veux parler du reportage le plus marquant qui m'a inspiré, vu que j'en ai vu plusieurs. Mais ce reportage, en fait, raconte l'histoire de comment le clan Bongo, surtout le père Omar Bongo, comment ils ont fait pour amasser de l'argent. Donc, je vais vous expliquer un peu la vidéo rapidement pendant 3-4 minutes. Et par la suite, je vais vous donner mes conclusions et je vais voir les autres en commentaire. Mais avant cela, vous savez qu'il y a le livre qui est présent, le livre qui vous donne 53 idées de business, en fait, que pour lancer le plus confort de votre salon. C'est un livre qui est seulement très téléchargé par des milliers de personnes. Vous aussi, vous pouvez le télécharger. Le lien est en dessous de la vidéo. Et vous aurez dedans 53 idées de business que vous pouvez lancer depuis le confort de votre salon, les mettre en pratique et gonfler votre compte en banque. Donc, allez-y, c'est gratuit. Le lien pour le télécharger est en dessous. Allez-y, à vous de le faire. Maintenant, si on revient autour de la vidéo, donc le reportage dont je dis, en fait, c'est un reportage qui vient d'une enquête faite par des journalistes français qui date d'environ 5 ou 6 ans aujourd'hui. Et dans ce reportage, en fait, on présente l'arrivée d'Omar Bongo au pouvoir. Donc, effectivement, on voit bien que c'est la France qui l'a mis au pouvoir pour sécuriser leurs intérêts. Et pendant ce reportage-là, il y a deux phrases célèbres d'Omar Bongo aujourd'hui qu'on reprend un peu partout. La première phrase, c'est quand on lui pose la question, c'est quoi le Gabon sans la France? Il dit que le Gabon sans la France, c'est comme une voiture sans chauffeur. Et après, quand on lui demande c'est quoi la France sans le Gabon, il dit que la France sans le Gabon, c'est comme une voiture sans carburant. On voit bien qu'à travers ces paroles-là, on voit bien l'interdépendance et la connexion forte qu'il y avait entre le Gabon du clan Bongo, donc de Omar Bongo particulièrement, et la France qui a connu tous les présidents, que ce soit sous Pompidou, que ce soit sous Giscard d'Estaing, que ce soit sous Chirac, sous Mitterrand. Il y avait cette même liaison de dépendance qui était très forte. Et je pense que c'est ça qui a donc permis la suite dans le reportage, suite à l'avènement au pouvoir d'Omar Bongo. On voit bien que lorsque on a commencé à exploiter le pétrole dans les eaux du Gabon, notamment par la compagnie Elf, lorsqu'il y avait la répartition des parts, en fait, ce qui se dit dans le reportage, ça après, il faut certainement le vérifier, mais le clan Bongo avait 16% de la compagnie qui exploitait le pétrole. Donc, je pense qu'il y avait 57% pour Elf, une vingtaine de pourcents pour l'État du Gabon, mais le clan Bongo, à lui tout seul, avait 16% de ce qui était exploité comme pétrole dans les eaux du Gabon. C'est énormissime, en fait. Et tout ça pour un seul clan, une seule personne. Et dans le même reportage, quand on voit le palais qu'il a construit, on peut comprendre effectivement qu'il a amassé beaucoup d'argent avec ça. Mais ce n'est pas tout. Dans le même reportage, en fait, on explique qu'à un moment, c'est lui qui fixe en fait les dividendes qu'il doit recevoir tous les trimestres pour ce qu'il appelle frais commerciaux. Il a demandé donc à cette compagnie de lui verser 10 millions de dollars tous les trimestres par frais commerciaux. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est comment est-ce que l'État français a laissé faire tout ça. Et on vous explique dans la vidéo qu'effectivement, il y a une dépendance qui était très forte. Il était l'ami de tous les présidents français. Et ils ont donc validé ce principe-là parce qu'effectivement, comme il a dit, la France sans le Gabon, c'est comme une voiture sans carburant. Et pour le carburant de la France, ces présidents étaient prêts à accepter pas mal de choses. Mais cependant, quand on continue le reportage, on se rend compte que ça continuait. Parce qu'effectivement, avec cet argent qui a été, moi je dis mal acquis, parce que c'est un argent qui a été acquis sur les ressources d'un pays et qui a été spolié à cette population, il a acheté beaucoup de patrimoine, surtout en France. On parle de 33 maisons
ou d'un appartement de plus de 30, c'est 33, mais 33 villas dans des endroits les plus chics de Paris, le 8e, le 16e, la Côte d'Azur. Et tout ça, c'est des biens qui valaient 3 millions, 2 millions, 4 millions. Et moi, je me demande comment est-ce qu'on peut accepter, comme j'ai dit en introduction, qu'un argent qu'on ne sait pas vraiment l'origine puisse permettre d'acheter autant de maisons en France. Ça veut dire que l'État français, pour moi, il est totalement complice. Bon, il était totalement complice. Et c'est ça qu'on dénonce aujourd'hui. La jeunesse africaine n'acceptera plus ce type de comportement de l'État français par rapport aux dirigeants qui sont en Afrique. Donc, ça veut dire qu'on a laissé, parce qu'on connaît que le salaire du président du Gabon, je crois, c'est 15 000 € aujourd'hui. Même si on dit qu'à l'époque, Omar Bongo gagnait 15 000 € aussi. Comment est-ce que quelqu'un qui a 15 000 € de salaire, qui a tous ses frais payés, supposons, peut acheter une maison cash de 3 millions? Si tu as 15 000 € de salaire, pour avoir 3 millions payés cash, il faut que tu économises combien? Un an, tu vas économiser 180 000 €. Il faut économiser au moins 10 ans, tu as 1,8 million. 20 ans, tu faut économiser au moins 15-20 ans pour avoir 3 millions d'euros cash pour payer un appartement. Donc, il ne se pose pas la question comment est-ce qu'un président, comment est-ce que quelqu'un qui a 15 000 € de salaire, même s'il est aidé par sa famille, peut payer plusieurs appartements comme ça cash. On va arriver à la suite de mon analyse, vous allez comprendre pourquoi je pose la question. Moi, le reportage, je vois bien qu'il a acheté beaucoup de biens partout. Comme j'ai dit, le reportage, vous pouvez le trouver. Tapez juste bien mal acquis avec Bongo, vous allez voir tout ça. Et par ailleurs, on voit que lorsque Omar Bongo est décédé, il y a le même journaliste qui dit qu'il a accédé au document du notaire qui a fait sa succession et que les actifs, le patrimoine qu'il a laissé au Omar Bongo en termes d'appartements, en termes de cash dans les banques, en termes de yachts, en termes de monde de luxe, de voitures de luxe, ça se situe entre 460 et 500 millions d'euros. 460 et 500 millions d'euros. Et on dit en fait que c'est presque un dixième du budget de tout le Gabon. Donc comment est-ce qu'une famille peut contrôler un dixième du budget d'un État? Ça, il faut le comprendre. Et il faut savoir que effectivement, les pays comme le Gabon, le Qatar, l'Arabie Saoudite, ces pays-là, le Koweït, ces pays qui ont vraiment des ressources très fortes, sont censés être des pays vraiment riches. Le Gabon aujourd'hui devrait être équivalent du Qatar en termes de niveau de vie, en termes de confort des citoyens, en termes de développement. Mais comme on voit comment il y a une famille qui bouffe tout, on voit qu'aujourd'hui, le Gabon n'est peut-être pas au stade où il devrait être. Parce que moi, je pense que le Gabon n'a rien envie en termes de ressources, en termes d'argent au Koweït, au Qatar. Mais c'est juste que la gouvernance et la gestion n'étaient pas bien faites. Et c'est pour ça que les Gabonais, je pense qu'il y a beaucoup qui ont, moi j'en connais, hein, qui souffrent. Moi, je connais des gens du Gabon où il n'y a pas de courant, où il n'y a pas d'eau, il n'y a même pas de route. Alors que d'un côté, on avait quelqu'un qui était au pouvoir, qui se versait 10 millions de dollars de dividendes par trimestre et qui avait 16% des ressources de pétrole de son pays et qui achetait des maisons partout à des montants faramineux. Si seulement l'argent des maisons, il avait pris pour construire les routes au Gabon, c'est que le Gabon aujourd'hui est bien. Si l'argent des routes, il avait seulement pris pour donner l'eau aux Gabonais, c'est que les Gabonais aujourd'hui sont bien. Si l'argent des villas qu'il achetait partout, il a seulement pris ça pour faire l'éducation au Gabon, c'est que les Gabonais sont bien. Mais pourquoi est-ce qu'ils prennent tout cet argent pour seulement acheter des maisons? Ça sert à quoi? Aujourd'hui, les partis, ces maisons servent à quoi? Ces maisons servent à quoi? Pourquoi il n'a pas pris cet argent-là pour aider ses concitoyens? Pourquoi il n'a pas pris cet argent-là pour développer son pays, pour construire les routes, pour donner des bourses meilleures aux étudiants, pour juste construire des hôpitaux pour les malades? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Ben, bref, ça c'est un autre débat. Mais derrière, on continue dans ce reportage-là, et on voit la femme du président actuel, Ali Bongo. Bon, le président qui était président, voilà, qui a été démis de ses fonctions par le général aujourd'hui, qui est président de la transition. On voit que sa femme, Sylvain Bongo, qui est une Française, elle a dépensé des années plus de 1 million d'euros seulement en espoir d'acheter des bijoux. Mais je dis, mais si. Alors qu'elle est dans un pays où les gens n'arrivent pas à manger parfois, mais elle casque plus d'1 million par an pour acheter des bijoux. C'est pour dire que c'était d'un truc d'été démentiel. C'était vraiment quelque chose de, pour moi, inconcevable parce que j'ai du mal à comprendre. Mais là où on comprend quand même, c'est l'argent qu'ils ont amassé les permettait de faire ça. Mais l'argent qu'ils ont amassé sur le dos des Gabonais, du peuple gabonais, des ressources du Gabon. C'est ça qui est vraiment, moi je dis, pas bien. C'est pas bien du tout. Maintenant, ça va m'amener, dans cette vidéo, je l'ai écouté, je me suis dit, bon, on va analyser un peu. Et ça m'amène à poser deux principales questions, deux principales axes de réflexion que je veux qu'on ait ensemble. Le premier axe de réflexion, c'est pourquoi les présidents africains n'apprennent pas des histoires du passé. Aujourd'hui, il y a des enquêtes qui sont en cours sur les biens mal acquis entre la famille Bongo, la famille Sassou Nguesso, la famille Obiang-Nguema. Mais tous ces présidents n'ont pas toujours compris ce qui est arrivé à Bokassa, ce qui est arrivé à Mobutu. Ces présidents qui ont toujours investi massivement hors de leur pays avec l'argent qu'ils ont pillé localement. Quand ces présidents-là meurent ou quand ils partent du pouvoir, ce qu'ils ont investi dans les pays français, suisses, tout ça, c'est bloqué, ça ne rentre pas.
La Suisse ne rembourse pas l'argent qui est dans ses comptes. On ne sait même pas, il y a le secret bancaire, peut-être du côté de Zurich. La France, aujourd'hui, ils disent bien mal acquis. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces biens quand ils vont les saisir? Est-ce qu'ils vont les vendre et reverser cet argent au peuple gabonais? On n'en sait rien. Mais tous ces présidents ne comprennent pas que le fait de pouvoir investir, acheter des maisons avec l'argent de leur peuple à l'étranger, c'est plutôt enrichir les autres pays. Cet argent ne retournera jamais chez eux. J'espère me tromper pour le cas du Gabon parce que je pense qu'il faut que le peuple gabonais aille au bout de la démarche et que c'est bien que la famille Bongo a acheté soit saisie, vendue et que l'argent soit reversé au peuple gabonais pour mettre dans le compte séquestre qu'a ouvert le général Olingué aujourd'hui pour construire des choses au Gabon. Parce que ça en a un peu de trop et chaque fois ça se passe comme ça. Aujourd'hui, le clan Bongo a fait ça, mais c'est pas dit que d'autres vont apprendre. Vous allez, si on creuse encore bien, il y a d'autres dirigeants aujourd'hui en Afrique qui continuent toujours dans la même dynamique. Alors qu'ils peuvent développer leur pays. Quand ils viennent en France, ils se baladent dans de belles routes, ils ne sont pas contents. Pourquoi ils ne veulent pas aussi développer des routes chez eux? Ils pensent que c'est eux seuls qui ont droit à circuler dans de belles routes, dans des beaux hôpitaux, dans de beaux appartements. Ils peuvent aussi faire ça chez eux avec l'argent qu'ils ont de leurs ressources minières ou de leurs ressources pétrolières. Mais pourquoi ils ne le font pas? Ça, c'est le premier débat. Moi, je ne comprends pas cette façon de raisonner. Et je ne sais pas, je ne comprends pas. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, j'espère que c'est ça qui va se passer. Les biens mal acquis aujourd'hui, comme il y a les enquêtes qui sont en cours, vont être saisis. On parle de plus de 33 appartements, 33 hôtels particuliers, en fait 33 appartements et hôtels particuliers. Et c'est une fortune aujourd'hui. Je pense qu'il peut aider vraiment beaucoup le peuple gabonais si c'est saisi, vendu et l'argent est reversé au peuple gabonais. Deuxième élément que je veux qu'on comprenne, c'est que la France est complice de ça. Et le gouvernement français est même hypocrite. Je dirais ça parce que ils ne peuvent pas laisser aujourd'hui quelqu'un venir investir autant dans leur pays. Ils font comme s'ils ne voient pas. Ils font les aveugles. Ils font comme s'ils ne voient pas ce qui se passe. Mais ils laissent faire. Ils ont fait ça pour tous les présidents. Ils ont fait ça pour Bokassa, pour Mobutu, pour Houphouët-Boigny. Tous ces présidents ils ont fait ça. Ils laissent faire. Mais après, ils viennent attaquer pour dire que... Et c'est le même gouvernement qui fait genre, il a laissé. Maintenant, c'est les mêmes gouvernements. Moi, je ne vais pas... Je m'en fous de qui était le président à ce moment-là. Mais c'est le même gouvernement. Aujourd'hui, ils viennent dire que c'est bien mal acquis pour attaquer ces biens-là et pour les récupérer à leur propre compte. Alors, comme j'ai dit, toi, aujourd'hui, tu viens en France, essaie de faire un investissement ne serait-ce que de 30 000 € avec un argent que tu peux pas justifier l'origine. Tu vas être bloqué par Tracfin. Mais comment eux, ils arrivent, on les laisse faire. Après, on va spolier ce bien. Donc, la France est hypocrite. Ce gouvernement, en fait, le gouvernement français en général, les gouvernements qui sont passés étaient le gouvernement hypocrite. Et c'est ça qu'on ne veut plus accepter. C'est ça que nous, la jeunesse africaine, on ne peut plus concevoir. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre que parfois, il y a une détestation de la politique étrangère de la France vis-à-vis des pays africains. C'est ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est pour ça que les gens n'aiment pas ça. Et les gens détestent cette approche de la politique française parce que ça spolie les peuples en Afrique pour pouvoir soit enrichir la France, ça c'est connu, parce que les biens, comme dit, ne retournent pas. Et surtout, c'est cette hypocrisie où la France ne voit que ses intérêts et ne pense pas au peuple africain. C'est ça qui fait en sorte que les gens sont vraiment aujourd'hui, ils ont une vraie détestation de la politique française. Et le cas d'Omar Bongo est un cas d'école qui montre vraiment pourquoi les populations aujourd'hui, les jeunes en majorité, sont crispés et ont de vraies frustrations contre la politique française parce qu'il y a tellement de précédents et tellement de cas qui ont montré que la France a vraiment joué un peu à l'hypocrisie, à certaines choses qu'ils ont fait comme s'ils ne voyaient pas pour derrière après reprendre complètement les choses lorsque les journalistes ou les ONG dénoncent. Donc voilà un peu deux éléments sur lesquels je vais avoir vos avis. Mettez-moi ça en commentaire. Est-ce que vous pensez du fait que tous ces présidents-là, la plupart, aient investi hors de leur pays des montants faramineux alors qu'ils auraient pu développer leur État? Et de deux, cette attitude de la France qui fait en sorte que venez investir chez nous, venez, on vous laisse acheter, mais après, on vous dit que c'est bien mal acquis, on essaie de vous attaquer pour certainement récupérer les biens et les mettre dans le patrimoine français. Donc, on prend votre argent. En plus, on prend la maison que vous achetez avec votre argent. Et si on va encore plus loin, avec l'argent qu'ils ont fabriqué pour vous donner. Donc, c'est complètement un cercle vicieux. Donc, mettez-moi ça tout en commentaire. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, rejoignez la communauté. Et n'oubliez pas de télécharger vos cadeaux qui sont en commentaire. C'était Franck Aigné. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.